Les vaccins financés par COVAX continuent d'arriver en Afrique. Une demi-douzaine de pays ont reçu ces doses, financées par l'Organisation mondiale de la santé au bénéfice des pays les plus démunis. Mercredi, un vol transportant près de 4 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca est arrivé à Abuja. Il s'agit du premier lot des 16 millions de doses de ce vaccin britannique attendu dans les prochains mois au Nigeria. Les soignants et les professions à risque seront les premiers vaccinés. Il est tellement important que les travailleurs de la santé soient vaccinés d'abord afin qu'ils puissent non seulement poursuivre la campagne contre le Covid-19, mais aussi reprendre leur travail et s'occuper des vaccinations, de la nutrition des enfants. C'est là que l'impact se fera sentir en fin de compte. Mardi, c'était au tour du Kenya de recevoir une première livraison de plus d'1 million de doses du vaccin AstraZeneca financé par COVAX. Là aussi, priorité aux soignants. Nous commençons par nos soignants. On en compte environ 400 000 dans le pays. Après quoi, nous allons passer à d'autres travailleurs en première ligne. Le Sénégal, qui a déjà commencé à vacciner, a lui reçu un lot de 324 000 vaccins fournis par COVAX. La République démocratique du Congo et l'Angola ont aussi reçu un lot. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été lundi les premières à lancer leur campagne de vaccination contre le Covid-19 grâce au dispositif COVAX. L'objectif principal est de vacciner 70% de chaque cible identifiée. La cible prioritaire est estimée à environ 5 670 000 personnes et représente 20% de la population totale. Cette cible est composée en deux phases. La phase 1 concerne 3% de la population totale. Elle est constituée par le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les enseignants. Le système COVAX a commencé la distribution seulement la semaine dernière, alors que les campagnes de vaccination dans nombre de pays riches ont débuté fin décembre. Relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie, l'Afrique fait face à une seconde vague de Covid-19. Le continent compte 4 millions de cas. Au Nigeria, les écolières libérées ont retrouvé leur famille. La plupart des 279 adolescentes enlevées la semaine dernière par des groupes armés dans un village de l'état de Zamfara pleuraient à chaudes larmes lorsqu'elles ont pu enfin serrer leurs parents dans leurs bras. Je n'ai pas pleuré quand les filles ont été kidnappées. J'ai continué à prier, mais je n'ai pas pu retenir mes larmes quand je les ai vues aujourd'hui. L'émotion a pourtant été de courte durée et le chaos s'est rapidement installé quand les habitants ont pris à partie le convoi des responsables de l'état de Zamfara, leur jetant des pierres et attaquant les voitures. Ces fonctionnaires sont exaspérants. Il a fallu attendre la fin de leur discours pour récupérer enfin nos enfants. C'est scandaleux. Ils savent que les routes ne sont pas sûres, mais ils s'en fichent. Si nous partons tard et nous sommes à nouveau kidnappés avec nos filles, ce sauvetage n'aura servi à rien. Les adolescentes ont été libérées dans la nuit de lundi à mardi après 4 jours de captivité dans des conditions épouvantables et une marche épuisante. À Zamfara, comme dans la plupart des États du nord-ouest du Nigeria, des groupes armés communément appelés des bandits terrorisent les populations, organisent des enlèvements contre rançon, pillent les villages ou volent le bétail à grande échelle. Au Tigré, des survivants horrifiés dénoncent un massacre commis par des soldats érythréens. Beyenesh a perdu son mari, ses 2 fils et ses 2 neveux, exécutés lors d'un des pires massacres de civils recensés dans cette région du nord de l'Éthiopie. J'aurais préféré mourir que de vivre pour voir cela. Mais je ne peux pas me suicider. Au total, selon l'église locale, 164 civils ont été tués à Dengolat, pour la plupart le 30 novembre ou le lendemain d'une fête religieuse. Pendant près de 3 mois, en raison des restrictions d'accès au Tigré décidées par le gouvernement éthiopien, les habitants de Dengolat ont perdu espoir de pouvoir raconter ce qu'il s'est passé. Ce genre de crime est fait pour nous exterminer, pour nous humilier, nous faire tomber sous leur coupe. L'AFP a pu s'y rendre la semaine dernière pour interviewer les survivants et voir les fosses communes creusées dans ce village.
Le massacre a eu lieu dans le sillage de l'opération militaire lancée le 4 novembre par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour renverser le parti au pouvoir dans la région, le Front de libération du peuple du Tigré, ou TPLF. L'Érythrée et l'Éthiopie se sont opposés entre 1998 et 2000 lors d'une guerre sanglante qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Le TPLF tenait à l'époque les rênes du pouvoir fédéral à Addis Abeba et reste jusqu'à ce jour un ennemi juré du pouvoir érythréen. Au Sénégal, l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko mercredi cristallise les tensions. Plusieurs quartiers de Dakar et différentes villes du pays sont depuis le théâtre de heurts entre jeunes et forces de police, de saccages et de pillages de magasins. Des violences qui ont fait au moins un mort dans le sud du pays. Ousmane Sonko a été arrêté mercredi sur le chemin du tribunal où il se rendait pour être interrogé sur des accusations de viol qu'il réfute. Le leader du parti PASTEF Les Patriotes est visé par une plainte pour viol et menace de mort déposée contre lui par une employée d'un salon de beauté. Pressenti comme l'un des principaux candidats à la présidentielle de 2024, son arrestation porte à son comble l'exaspération cumulée dans ce pays pauvre face à la dureté de la vie depuis au moins un an et le début de la pandémie de Covid-19. L'heure d'apaiser un peu leur souffrance. Pour ces 5 femmes venues retrouver la psychologue Emilienne Mukansoro, ces victimes de viol durant le génocide des Tutsis vont, l'espace de quelques heures, partager le récit de leur traumatisme. L'un des miliciens génocidaires, les Interahamwe, a dit « Donnez-moi cette femme que je la ramène à la maison pour qu'elle devienne ma femme, et vous restez avec les enfants. Comme ce sont des filles, rien ne va leur arriver. » J'ai pris celui que j'avais sur le dos et le tueur a dit qu'il allait nous protéger et que je deviendrais sa femme. J'y suis restée 2 nuits. Pour certaines de ces femmes, il est souvent difficile de partager leur histoire avec leurs proches. Réunies entre victimes, elles parviennent enfin à surmonter leurs blessures. J'ai été accueillie dans le groupe et j'ai enfin trouvé des gens avec qui partager mon histoire. Cela m'a beaucoup réconfortée. J'ai pu ouvrir mon petit commerce et je n'ai plus de temps pour penser à moi-même et aux cauchemars que j'ai traversés. Parce que quand je rentre, je suis fatiguée et je dors. Pour la psychologue, même 26 ans après le génocide, les femmes ont toujours besoin de soutien. Elles ont été écoutées, elles ont été prises en charge, mais il y a quelque chose qui reste. Et la vie qu'elles vivent aujourd'hui, donc le quotidien, leur rappelle ce qu'elles ont subi. La société stigmatise les femmes même aujourd'hui. On les appelle les noms comme les femmes des tueurs, les femmes des Interahamwe, les femmes des génocidés. Certaines de ces femmes sont tombées enceintes suite à ces viols durant le génocide. Pour l'association de rescapés Ibuka, ces enfants n'échappent pas non plus à la stigmatisation. Ces enfants sont traumatisés et ont des cas de trauma. Et, même chose que les mères. Régulièrement, ces enfants ne sont pas rescapés du génocide. Bien qu'il soit difficile de connaître le nombre exact de victimes, plusieurs études évaluent entre 200 et 500 000 les cas de viol commis durant le génocide des Tutsis.